par zone géographique, par ressortissants différents peut-être des chambres consulaires. Bon voilà, il y a pas mal de thématiques à aborder. Ça peut être aussi généraliste, c'est vraiment en fonction de l'orientation du consortium. Alors après, les consortiums sont privés publics, mais s'il y a des consortiums uniquement privés basés sur des socio-professionnels qui apportent l'ensemble des réponses, c'est pas un problème non plus. C'est vrai que du coup, ce qui est intéressant sur les consortiums privés publics, c'est que les établissements publics ont aussi une certaine force de frappe. Je pense aux EPCI, par exemple, qui du coup ont des services économiques, qui sont sur le terrain, qui connaissent voilà, un petit peu la mise en place de ce type de projet, les chambres consulaires, qui ont des listes d'entreprises vraiment très importantes, puisque ce qui va aussi être important, c'est de réussir à mobiliser, à communiquer et à aller recruter ces entreprises. Et donc, c'est vrai que ces consortiums, même si rien n'est obligatoire, je pense que c'est intéressant d'aller sur des consortiums assez complémentaires qui permettent de répondre un peu à l'ensemble des problématiques. Donc, on va parler peut-être justement des différents critères d'éligibilité. Donc, pour les candidats, comme je vous l'ai dit au préalable, le chef de file de chaque groupement devra être une personne de droit privé. Donc aujourd'hui, les chambres consulaires, les EPCI, voilà, tout ce qui est public vont faire partie des consortiums, mais ne seront pas chefs de file. Alors évidemment, chaque consortium donne un peu le rôle qu'il veut à chacun des opérateurs. Mais le chef de file, celui qui va donc recevoir la dotation de la CTM, doit être obligatoirement soit une entreprise, soit une association, mais pas un établissement public. Donc, dans les consortiums, on imagine du coup des associations, des entreprises privées, des syndicats, des associations professionnelles, des collectivités, des EPCI, et puis évidemment tous les autres établissements publics imaginables. Donc, il faut que le chef de file soit capable de justifier de ses capacités techniques, donc voilà, sa capacité à déployer rapidement, mais aussi financière à porter le projet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce montage sera soumis au nouvel élu, mais ce qui a été fait sur l'appel à projet précédent Place Digitale, le versement de la dotation a été séparé en deux. C'est-à-dire que du coup, 50% a été versé à la signature de la convention et 50% 6 mois après, en fonction du coup des remontées et puis du suivi et de l'accompagnement. Aujourd'hui, sur Place Digitale, cet appel à projet a été traité en avril. Les entreprises on a conventionné au mois de mai et elles ont été payées voilà, au fil de l'eau là au mois de juin. Et début juillet. Donc, elles ont déjà bénéficié de leurs 50% pour leur permettre donc 75 000 €. Et puis, les deux lauréats à 25 000 € ont été payés intégralement pour leur permettre de déployer. Ce montage sera soumis au nouvel élu, mais l'idée de ne pas, du coup, mandater en 3 tranches, c'est qu'on veut aller vite. Et pour aller vite, il faut quand même donner de l'oxygène financier voilà, des capacités financières au consortium pour déployer. Donc voilà, aujourd'hui, on estime plutôt sur un versement en 2 fois, première partie à la signature de la convention et 6 mois après. Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Les chefs de file, en effet, doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Pour le premier versement, ça n'est pas demandé, mais en tout cas, au solde, ce sera demandé. Donc, il faut aussi que ce soit des entreprises qui portent et qui sachent que, du coup, elles doivent être à jour de ces obligations-là. Sinon, elles ne pourront pas être mandatées et c'est le consortium entier qui en pâtira quelque part. Donc, on est, du coup... je vais peut-être échanger un petit peu sur le rôle un peu du chef de file. Il est l'interlocuteur administratif et financier de la CTM. Donc, c'est avec lui qu'on conventionne, c'est à lui qu'on verse l'argent. C'est aussi avec lui qu'on fait le suivi, le point, etc. Il peut être accompagné en visio, évidemment, de l'ensemble de ces opérateurs et des copilotes, il n'y a aucun problème. Mais c'est lui, aujourd'hui, notre interlocuteur unique. Il coordonne la réalisation du projet. Et puis, il en prend la responsabilité, évidemment, puisque c'est lui qui va nous faire remonter tous les indicateurs, etc. Sur Place Digitale, on est vraiment dans un objectif de collaboration. On n'est pas, et ce serait exactement la même chose là-dessus, on n'est pas sur du flicage, mais on n'est pas sur un contrôle toutes les 2 semaines des indicateurs, etc. Mais c'est quand même de l'argent public, c'est une dotation sans remontée de dépenses. On est quand même sur une somme importante, 150 000 €. On
a besoin de s'assurer qu'elle est dépensée correctement et que du coup, en face, les actions suivent et ont de l'impact. Donc, on a vraiment ce besoin d'accompagnement rapproché et du coup, de transparence aussi entre les consortiums et la CTM. Donc, chaque groupement doit être matérialisé par une convention de groupement. Cette convention n'a pas besoin d'être signée forcément au 31 août. Ça peut être un projet de convention, de groupement, avec du coup, voilà, les répartitions, les objectifs, les moyens humains, voilà, tous les engagements, etc. Mais voilà, si tout n'est pas signé, ça n'est pas forcément très grave. Ça peut être un projet de convention et du coup, ça peut être des lettres d'intention aussi des partenaires. Je dis ça parce que je sais que pour certains, c'est assez compliqué de pouvoir obtenir des signatures de convention ou des lettres d'engagement ferme de certains établissements publics. Beaucoup de personnes dans les EPCI, dans les mairies ou dans les chambres consulaires ont participé aux dernières élections à la CTM et ils ont été pas mal pris. Et je sais que pour certains d'entre vous, j'ai eu des retours comme moi, c'était compliqué d'obtenir des engagements fermes. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, des lettres d'intention ou du coup des projets de convention peuvent convenir du coup pour le comité de sélection. Voilà. Les projets auront une durée maximale de 18 mois. En effet, on souhaite que du coup, entre le mois de septembre du coup 2021 et la fin du programme, il ne s'écoule que 18 mois parce que aujourd'hui, on voudrait du coup avoir un déploiement assez rapide. On sait que malgré tout, il y a toujours ce temps de latence entre le moment où les consortiums sont mandatés et le moment où elles ont dû s'organiser, etc. Mais c'est vrai que c'est important aussi pour nous que le déploiement se fasse de manière assez rapide. Donc les bénéficiaires finaux, les entreprises qui sont vraiment concernées par cet appel à projet, in fine, ce sont des entreprises de 0 à 9 salariés. Donc, y compris des entreprises agricoles, de la filière pêche, mais aussi des associations qui, du coup, ont au moins un salarié. C'est vrai qu'on l'a mis de manière globale sur la délibération ballon digital, parce que le monde associatif, c'est aussi un gros employeur en Martinique. Ils ont aussi besoin, du coup, de se transformer. Et donc, les associations sont aussi éligibles sur, du coup, l'appel à projet Monfoisage en tant que bénéficiaire ultime. Alors, les consortiums devront s'assurer que les entreprises bénéficiaires ne sont pas en situation de liquidation judiciaire. Donc, il faudra du coup que vous ayez les avis de situation C à jour. Et puis, il faudra aussi que ce soit des entreprises immatriculées en Martinique. Ça, c'est important. On a quelquefois pas mal d'entreprises qui sont immatriculées en Guadeloupe et qui ont ouvert un établissement secondaire en Martinique. Là, dans ce cas-là, ça n'est pas éligible. Il faut vraiment que l'entreprise ait son immatriculation principale en Martinique. Voilà. Pour ce qui est du coup de la dotation, on est sur on emploie le mot subvention, mais il s'agit vraiment d'une dotation. Ça veut dire que le consortium ne va pas faire remonter ses dépenses avec ses relevés de compte, ses factures, etc., comme on peut avoir dans le cadre des subventions classiques. C'est une dotation. Il fera remonter du coup ces indicateurs. Ce qu'il a fait, on est plutôt dans de l'accompagnement sur le déploiement de l'action que sur du coup ce qui a été réalisé. Les dépenses éligibles doivent apparaître dans le budget prévisionnel, puisque même s'il n'y a pas de remontée de dépenses a posteriori, a priori, il y a quand même un budget qui doit être équilibré pour montrer que du coup, pour déployer ce projet d'action, vous avez ce plan d'action, vous avez du coup besoin d'engager certaines dépenses, notamment les frais de recrutement des entreprises et l'identification du besoin. Vous avez peut-être probablement des campagnes de communication à faire, des partenariats à mener, etc. Tout ce qui est lié à la conception, à l'ingénierie des programmes. Bon, les frais d'animation, ça c'est important. Du coup, ça peut être du coup la location des salles, etc. Les frais de collecte et de transfert de données, parce que ça peut du coup être géré du coup à travers voilà des logiciels ou des solutions qui peuvent être coûteuses. Les frais de gestion, de pilotage, de suivi, de recrutement, etc. Alors, les frais de coordination du groupe, au maximum 2% du montant de financement sollicité auprès de l'État. Alors ça, c'est parce qu'en fait, c'est comme dans le FEDER, en fait, vous avez des règles là-dessus, tout ce qui est lié aux frais de fonctionnement de manière globale, ça ne peut jamais dépasser soit 2%, soit 3%. Donc, du coup, tout ce qui va être plutôt autour du fonctionnement un peu
voilà, les frais de fonctionnement autour du groupement, on est maximum sur du 2%. Donc voilà, ça peut être, je ne sais pas si demain vous avez besoin de prendre un abonnement quelconque pour un abonnement téléphonique, je dirais, pour avoir une ligne, etc., etc. Là, on est plutôt dans du fonctionnement et on ne va pas pouvoir aller au-delà des 2%. Et il faut évidemment qu'on puisse voir les contributions respectives des différents membres du groupement, même si ça n'est que prévisionnel, il faut quand même qu'on puisse voir l'implication de chacun. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas s'impliquer avec des dépenses sur facture. Je dis n'importe quoi, par exemple, une chambre consulaire va forcément mettre de l'argent, mais elle va mobiliser des ressources humaines en disant, ben voilà, moi j'ai une personne qui va pendant 3 mois travailler sur ce projet, etc. Donc on va prendre le salaire de cette personne et on va du coup pouvoir mettre le montant que représente la contribution de la chambre consulaire, par exemple. On est sur des dépenses éligibles qui sont hors taxe, c'est-à-dire que la TVA circule, elle n'est pas dans les subventions, dans les dotations, elle n'est jamais prise en compte. Donc le plan de subvention doit vraiment être hors taxe. Et si je dois vraiment vous donner une espèce de fil conducteur sur la réponse à cet appel à projet, c'est vraiment essayer d'identifier et de valoriser et d'expliquer l'impact de votre plan d'action. Donc, on est vraiment sur ce mot qui dit qu'à un moment donné, vous allez mettre les bonnes méthodes, vous avez les bonnes personnes, vous savez déjà faire, et du coup, votre impact sera quasi immédiat, et que du coup, vous serez capable aussi d'avoir cette agilité parce que vous savez faire. Donc ça, c'est vraiment du tout le fil conducteur. Donc, ça, ce sont les critères de sélection. Donc, il y aura une grille de notation, comme dans chaque appel à projet, avec du coup l'ensemble des critères. Et le jour du comité de sélection, il y aura un comité d'abord de présélection en fonction du nombre de dossiers reçus. Et on va évaluer du coup l'ensemble des consortiums par rapport à ces critères de sélection. Et évidemment, au regard de la qualité des consortiums, des membres du consortium et de sa capacité. Et en fonction de cette présélection, il y aura des auditions derrière pour ceux qui sont retenus, des auditions très probablement en visio. Ce qui est fléché pour le moment, ce serait à partir du... Alors donc le comité de présélection se réunirait plutôt autour du 15 septembre avec des auditions qui se dérouleraient plutôt fin septembre. Donc on donnera les dates précisément, mais on est plutôt autour de ce planning-là. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi que les consortiums prennent en compte les dispositifs d'accompagnement déjà existants. Les chambres consulaires, par exemple, ont déjà des dispositifs. Même les privés, il y a déjà des dispositifs avec Pôle emploi, etc. Il faut réussir à créer quelque chose qui s'intègre dans le paysage déjà existant. C'est assez important. Et oui, évidemment, c'est important de le dire aussi, les dispositifs qui existent déjà et qui sont déjà proposés à titre gracieux. Donc, je ne sais pas, par exemple, une entreprise qui a déjà des formations qui sont conventionnées avec Pôle emploi et du coup, où les entreprises ne payent déjà rien et rentrent déjà dans ce type-là, ne sont pas éligibles à un financement parce qu'ils sont déjà préfinancés par ailleurs et puis parce qu'on n'est pas dans le montage d'une nouvelle opération. Il faut vraiment du coup que là, on soit sur quelque chose de différent qui réponde à un autre besoin, qui n'est pas encore pourvu et qui fait sens. Donc, j'ai pris l'appel à projet, j'ai pris le règlement qui a été publié à l'époque, mais la clôture des dossiers du dépôt des dossiers de candidature est maintenant au 31 août, donc dans un mois. La sélection des projets va plutôt se faire au 15 septembre et la notification des lauréats retenus à compter du 31 septembre, je l'espère en tout cas. Je pense qu'on sera plutôt sur octobre, mais voilà, on sera sur un timing plutôt rapproché. Je vous ai déjà parlé du coup des auditions. Voilà. Bon, après, c'est sur du coup, évidemment l'engagement relatif à la réalisation du projet, sur du coup cette capacité à remonter, etc., les indicateurs et autres. Il y a aussi un type de communication qui sera du coup mis à disposition
des lauréats. Et en effet, sur tous les supports, outils, etc., voilà, il faudra que le logo de la CCM, vraiment dédié du coup à Ballon Digital, il y a un logo qui a été créé avec le soutien du coup de la CCM et Ballon Digital, soit apposé, parce que du coup c'est important que du coup cette action de la CCM puisse être identifiée par les bénéficiaires finaux. Voilà. Oui, ça c'est important. Je pense qu'il faut en parler. L'opérateur s'engage à ne pas proposer et promouvoir une unique solution commerciale aux entreprises dans le cadre des actions de sensibilisation ou des accompagnements actions auxquelles elles sont inscrites, et à présenter objectivement à celles-ci différentes solutions possibles dans leur contexte de mise en œuvre, proposées par des éditeurs différents et n'appartenant pas au même groupe. On sait que quelquefois des accords sont réalisés, et puis il y a des personnes soit conventionnées, soit certifiées aussi du coup par des grands groupes ou par des éditeurs, et donc voilà, ils proposent cette solution, que ce soit des ERP, que ce soit voilà des solutions en ligne, etc. Et dans ce cadre-là, ça ne sera pas du coup accepté. Il faut vraiment qu'il y ait une neutralité sur l'ensemble des outils existants, et du coup on n'est pas là pour faire le business de Google, on n'est pas là du coup pour faire le business d'un autre mastodonte, on va dire. Et l'objectif est vraiment de présenter des types d'outils différents et que les entreprises puissent faire leur choix. Alors après, évidemment, l'idée c'est pas forcément de leur présenter 15 solutions différentes, peut-être 2 ou 3, 2 même à la rigueur, mais du coup la formation action qui fait qu'à un moment donné, forcément on va aller vers la même solution à chaque formation action. Du coup, ça n'est pas du tout l'objectif de cette... même si c'est confortable pour des formateurs qui maîtrisent bien cette solution et qui est peut-être des fois la plus simple, mais l'idée c'est quand même au moins à minima en amont de présenter l'ensemble des solutions qui existent. Donc, il y a une adresse mail dédiée pour envoyer le dossier de candidature, qui est un dossier libre. Il n'y a pas de formalisme attendu. C'est vraiment du coup la présentation de votre plan d'action. Avec du coup, il y a différents documents. Ça n'est pas exhaustif, c'est vraiment du coup. Enfin, je pense que si vous envoyez tout, ça sera quand même votre dossier sera beaucoup plus il sera complet, il sera étudié avec beaucoup plus d'attention. Mais c'est vrai que du coup, sur la présentation générale et technique du projet, c'est 15 pages maximum. Parce que quelquefois, on a des candidats qui écrivent beaucoup, et c'est vrai que nous, dans l'analyse derrière, c'est pas forcément plus simple en fait d'avoir 40 pages à lire. Soyez synthétique. Si vous voulez accompagner d'un pitch deck, vous pouvez aussi, pour qu'à un moment donné, on comprenne peut-être certains process, etc. Donc le budget prévisionnel, ça c'est important. Les références des entreprises, ça aussi c'est important. On n'est pas dans le cadre des marchés publics, certes, mais c'est vrai que ça nous donne aussi une certaine mesure. Ça permet de mettre le curseur aussi sur ces entreprises qui ont déjà un savoir-faire. Bon voilà, après c'est le classique, la CNI, le CABIS ou tout autre document du coup qui est nécessaire. Et puis donc le projet de contrat de constitution du consortium. Voilà, vous pouvez aussi envoyer vos questions par mail à cette adresse, ballon.digital, sur lequel du coup on pourra vous répondre. Alors ça c'est vraiment une annexe qui est type. Aujourd'hui on ne sera pas sur ce, je pense pas qu'on sera pas sur ce type de remontée, on sera vraiment sur un outil en ligne qui nous permettra d'avoir des indicateurs au fur et à mesure. Mais voilà, j'en ai fini. Merci Amélie Berlin. Je pense qu'on va laisser ça à l'association. Il nous reste un peu de temps. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été précisé et indiqué par Madame Berlin, je vous laisse prendre la parole. Bon, je me lance. Alors, merci Amélie, c'était excessivement clair. Ça a permis de répondre à pas mal de questions. Donc, je comprends que le minimum de 1000 entreprises, du coup, n'est plus obligatoire. Mais il n'y a pas non plus d'indication sur un minimum ou une fourchette voilà, pour les entreprises pour lesquelles il y aurait l'accompagnement. Il n'y a pas non plus un nombre, une fourchette, même indicative en termes d'objectifs. Alors nous, on a réfléchi à
On n'allait pas republier du coup un avenant au règlement pour cette fourchette, mais on pense que en dessous de 500 par consortium, on sera plus dans ce déploiement massif. On attend de voir au global parce que quelquefois c'est un petit peu compliqué de trancher avant de voir la qualité des dossiers. Il faut le dire, des fois on a des maturités de consortiums différentes avec des personnes qui vont être capables de déployer pour beaucoup et d'autres moins, mais du coup qui vont être sur des secteurs qui souffrent beaucoup. Je pense au tourisme, à la restauration ou à d'autres. Du coup, c'est compliqué de trancher. En tout cas, nous, on pense qu'en dessous de 500 par consortium, on sera plus dans ce déploiement massif qu'on recherche. Et c'est vrai que du coup, l'objectif sera un peu dilué. Mais ceci dit, c'est vraiment le président du comité de sélection qui a la main là-dessus et au regard de l'ensemble des dossiers qui pourra se positionner. Mais c'est vrai qu'à mon avis, je pense qu'au vu de la situation sanitaire sur certains secteurs qui souffrent peut-être plus, je pense aux restaurateurs, mais il y en a plein d'autres, potentiellement peut-être on pourra imaginer des objectifs un peu revus à la baisse, mais peut-être avec quelque chose de plus qualitatif, par exemple, qui est proposé. Comme la proposition est assez libre, ça va être un peu propre à chaque consortium de pouvoir proposer sa propre sauce, entre guillemets. Ok, merci. Alors, moi, j'avais une question, notamment par rapport aux créateurs d'entreprise. Est-ce qu'il y a une notion de nombre d'années d'expérience? Non, pas du tout. On a vraiment voulu absolument enlever les goulots d'étranglement. Et c'est vrai que du coup, sur Digital PTE, l'aide directe de 8 000 €, à partir du moment où l'entreprise a un CABIS, qu'elle est immatriculée, elle est d'ores et déjà éligible. Parce que du coup, on a aussi ce travail à faire sur les créateurs d'entreprises qui sont parfois éloignés du numérique. À partir du moment où ce sont des entreprises traditionnelles, hors filière numérique, il n'y a pas de problème de date d'ancienneté, puisque du coup, les entreprises numériques ne sont pas éligibles au dispositif Ballon Digital, de manière globale. Et après, autre question par rapport aux thématiques. Il n'y a pas du tout de thématique, on va dire, de manière plus globale. C'est-à-dire que quand le chef d'entreprise arrive en disant « oui, je veux prendre le virage du numérique, mais je ne sais pas par où commencer », ça ne rentre dans aucun accompagnement, on va dire, interne ou externe. Est-ce que je commence par modifier ma façon de travailler ou est-ce que je prépare ma présence sur le web? Ces questions-là ne sont pas données dans les thématiques. Alors, ces thématiques, elles ne sont pas exhaustives et en plus, elles correspondent à quelque part un peu à l'étape 2 et 3 de la formation-action. Et la première étape de la formation-action, c'est l'expression des besoins. Et l'expression des besoins, c'est justement peut-être réussir à diagnostiquer de manière, alors je sais qu'on est sur des temps courts, mais à diagnostiquer quels sont les besoins des entreprises pour derrière justement pouvoir aller sur la thématique qui correspond. Encore une fois, on est vraiment sur des thématiques, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai pas voulu lister l'ensemble des thématiques. Et en plus, peut-être que du coup, cette liste de thématiques aurait pu être revue de manière encore plus exhaustive pour correspondre vraiment à certains usages très propres à certains des chefs d'entreprise éloignés du numérique. Il ne faut pas du coup se coller forcément à cette liste. L'idée est de se dire, voilà, c'est vous qui avez cette connaissance finalement terrain, qui connaissez un petit peu finalement quel est le cheminement que vous voyez se répéter la plupart du temps. Nous, on pense que le cheminement, la plupart du temps, c'est l'expression des besoins. Voilà, peut-être un petit diagnostic ou quelque chose qui permet de formaliser un peu quels sont les besoins urgents de l'entreprise. Ensuite, c'est former, du coup, l'entreprise et le livrable. Après, du coup, la thématique, ce sera vraiment à vous de les construire. Typiquement, si demain, vous vous focalisez sur des restaurateurs, vos thématiques, elles n'auront rien à voir avec si vous parler à des transporteurs routiers qui vont avoir des transporteurs ou autres qui vont être du coup sur des thématiques très logistiques finalement dans leur digitalisation. Tout dépend aussi à qui vous vous adressez. J'avais juste une dernière question. Le soutien des acteurs publics, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui
compte vraiment dans l'étude des dossiers. C'est-à-dire que si effectivement on arrive avec un consortium 100% entreprise privée, est-ce qu'on arrive au même niveau que ceux qui ont un soutien d'un acteur public? Forcément, un consortium qui va arriver avec la CCI ou la CMA ne sera pas au même niveau que quelqu'un qui va arriver avec son acolyte chef d'entreprise. Je pense que du coup, c'est la force de frappe par exemple, des chambres consulaires ou des EPCI est incontestable. Donc, ce serait pas possible de vous dire oui, vous arrivez au même niveau. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas inéligible. C'est-à-dire que du coup, des consortiums qui sont vraiment constitués uniquement d'acteurs privés ne sont pas inéligibles. Les dossiers seront étudiés. Et en fonction de la qualité des autres dossiers, pourront passer. Mais si demain, on a 5 consortiums basés sur du privé-public avec des forces de frappe intéressantes et avec des personnes qui ont déjà déployé de la formation, un consortium privé a moins de chances de passer. Dans les critères d'éligibilité, il y a du coup évidemment la qualité du consortium. Et la qualité du consortium va aussi se baser sur ces structures qui, du coup, sont capables de déployer. Elles n'ont pas été fléchées comme chefs de file parce que on est nous-mêmes, du coup, conscients d'une certaine inertie des structures publiques. Donc, elles n'ont pas été fléchées comme chefs de file, mais malgré tout, elles restent quand même des opérateurs qui ont une force de frappe incontestable. Quand vous avez, du coup, le fichier de tous les ressortissants de la CCI qui sont contactés pour rentrer dans cette opération-là, c'est pas la même chose que, du coup, voilà, même une entreprise qui se lance dans la formation à la digitalisation. Donc, voilà, ma réponse, c'est pas inéligible, vous pouvez y aller, mais en tout cas, si on n'a pas beaucoup de consortiums et que votre projet est intéressant et a un impact et correspond à quelque chose qui n'est pas proposé par ailleurs, ça peut passer. Aujourd'hui, c'est sûr que les consortiums privés-publics, avec du coup vraiment cette combinaison qui permet de territorialiser, en plus d'aller vraiment sur l'ensemble du territoire, sur des thématiques et d'être vraiment dans cet impact, ont beaucoup plus de chances de passer. C'est l'objectif de l'appel à projet. Ok, merci. Mais il n'y a pas que les structures publiques, il y a aussi toutes les associations socioprofessionnelles qui ont un impact très fort. Je parlais des associations, je parlais de l'association des commerçants de la ville de Fort-de-France, mais on a aussi plein d'autres associations, le MEDEF, la FTPE, enfin il y en a plein d'autres et des fois dans des secteurs très spécifiques. On a aussi quelquefois des structures parapubliques qui travaillent par exemple qu'avec les jeunes. Il y a énormément de consortiums aussi à imaginer. Au-delà peut-être des structures purement publiques. Après, je sais qu'il y a effectivement déjà des consortiums qui sont montés avec les grandes structures publiques, pardon. Donc déjà, il y a quand même une diminution au niveau, ce que je disais, c'est-à-dire le rapport entre ceux qui arrivent avec un acteur public qui a une très bonne présence sur le territoire et ceux qui arrivent avec juste plus centralisé, comme vous disiez, sur uniquement, par exemple, les commerçants de Fort-de-France. Donc voilà, ma question c'était, est-ce que en fonction des consortiums que vous allez avoir, est-ce qu'on va arriver au même niveau ou est-ce que déjà ceux qui ont la chance d'avoir la CMA ou la CCI seront déjà quand même plus avantagés que ceux qui, par exemple… Plus avantagés, c'est normal en fait, parce que c'est vraiment… Oui, voilà, c'est la qualité derrière. Après, c'est pas, enfin, je pense qu'il faut pas le voir comme une chance en fait. Si la CCI ou la CMA a choisi tel ou tel opérateur, à mon avis, c'est pour des raisons très concrètes. Peut-être parce que c'est des personnes avec qui ils ont déjà travaillé, ils savent qu'ils sont capables de déployer. Enfin, je pense que du coup, quand la CCI s'associe ou la CMA ou un EPCI s'associe à un acteur, c'est qu'il y a une raison particulière. Donc, c'est pas forcément qu'une histoire de chance. Et du coup, forcément, la qualité de ce consortium, elle est évidemment supérieure, puisque du coup, on est sur une force de frappe plus forte. Mais ça n'empêche que si demain, il y a des consortiums privés, uniquement privés, et qui ont une offre qui n'existe pas sur les autres consortiums, qui adressent du coup une cible particulière avec une vraie problématique, il y a ces chances de passer. Je veux dire, sur Place Digitale, à un moment donné, sur l'appel à projet précédent, il y avait 5 places, quand tu as un 6e finalement, qui est plutôt junior et qui, malgré tout, commence à faire ses preuves, et on se posait des questions en se disant, ouais, mais il répond à quelque chose qui n'est pas encore répondu, ben forcément, on essaie en tout cas de trouver une solution pour essayer de l'intégrer malgré tout, parce qu'il est à la hauteur de l'exigence de cet appel à projet. Mais je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, en se disant, évidemment, si vous…
si vous avez des chambres consulaires ou des EPCI et que voilà, vous avez la moitié du territoire qui est déjà maillé, évidemment, nous, notre objectif final qui est de déployer rapidement avec du coup un accompagnement de qualité, il est déjà en partie atteint. En tout cas, on pense qu'il sera plus facilement atteint. J'avais une autre question. Est-ce qu'une entreprise qui participe à un programme action dans un consortium peut participer dans un autre programme action d'un autre consortium? Est-ce que vous pouvez répéter la phrase? Ça a coupé, je n'ai pas bien entendu. Alors, ma question, c'est est-ce qu'une entreprise qui aura suivi un programme action dans un consortium 1 pourra suivre un autre programme action dans un consortium 2? Oui, tout à fait. À partir du moment où on est sur des programmes actions différents. D'où notre intérêt aussi à essayer de diversifier au maximum du coup les consortiums. Alors, après, une entreprise qui a participé à une action de sensibilisation dans le consortium 1 ne sera pas invitée à postuler à nouveau à une action de sensibilisation sur un consortium 2 parce que du coup, on veut vraiment limiter cette sensibilisation et plutôt justement passer à l'action formation. Mais en effet, tout à fait, l'entreprise peut aller bénéficier de deux actions formation de 2 consortiums différents. Par contre, un prestataire, un opérateur, etc. Il faudra vraiment que du coup, s'il s'engage avec un consortium, il pourra s'engager avec un autre consortium, mais il faut vraiment que du coup, on puisse voir la différence de ses engagements, qu'on puisse voir le temps imparti et également, il ne pourra pas être chef de file évidemment de 2 consortiums. C'est-à-dire que si aujourd'hui un opérateur, une entreprise ou une association voulait aller sur 2 consortiums pour pouvoir diviser ses forces, parce que je sais pas, on est sur 2 consortiums qui peut-être de thématiques différentes, ok, mais il faut qu'on s'assure que cet opérateur soit capable de se déployer sur 2 consortiums différents. Parce que du coup, les engagements dans les projets de convention, c'est intéressant, mais derrière, la réalité, c'est est-ce que le chef de file aura des opérateurs assez engagés et qui vont avoir le temps et qui vont lui permettre de réussir. Typiquement, je ne sais pas, vous avez une association qui accompagne des commerçants où il y a un seul permanent ou des fois, il n'y a même pas de salariés permanents. Si cette association-là se met sur 3 consortiums, on sait très bien qu'elle aura énormément de mal à pouvoir réagir en temps et en heure et à mobiliser, etc. Donc, on essaie d'avoir cette souplesse parce que on n'a pas... On essaie vraiment d'avoir cette agilité qui fait que quand on aura les dossiers, on essaiera de statuer au regard de la qualité de ces dossiers, de ce qui a été proposé. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir cette lucidité de se dire, si on part sur un consortium, il faut être capable de réaliser vite. Quand je parle de vite, je voulais aussi du coup préciser l'expérience précédente de l'appel à projet Place Digitale sur le temps de mandatement, parce que c'est vrai que c'est aussi hyper impactant sur la capacité à déployer. Il faut aussi que l'entreprise ait des moyens financiers pour ça. Donc, comme je disais, l'appel à projet s'est terminé du coup en fin février. En mars ont eu lieu les comités il y a eu beaucoup de candidatures quand même, on en a eu une quarantaine quasiment. Donc, les comités de sélection se sont faits en plusieurs jours, etc. Donc, ça a été fait plutôt au mois de mars. Et au mois d'avril, on a conventionné et ils ont été payés entre fin juin et début juillet. Donc, il faut quand même compter bien 2 mois après la convention pour recevoir l'argent. Donc, c'est aussi du coup pour anticiper sur un planning de trésor pour les personnes qui se projettent comme lauréats. Alors aujourd'hui, on a eu, nous, un petit retour de certaines structures publiques qui nous ont fait part un peu de leurs difficultés à se positionner sur certains projets. Alors au début, certaines structures publiques voulaient se positionner sur tous les projets quand il n'y en avait pas beaucoup. Et puis quand il y en a eu beaucoup, elles ont commencé à se dire qu'il fallait faire des choix. Et puis il y avait aussi leur capacité à... toutes les décisions des structures publics sont soumis aux élus, à des signatures d'élus qui ne sont pas forcément aussi réactifs forcément qu'un chef d'entreprise qui décide seul, etc. Donc, il y avait un peu cette combinaison
entre du coup voilà, la structure publique qui a un temps un petit peu plus long et la structure privée qui va aller plus vite. Après, aujourd'hui, j'en ai parlé un peu voilà, avec certains EPCI ou avec certaines chambres consulaires qui ont du coup une vision assez précise de ce qu'elles pourront apporter, à mon sens. Donc, je ne sais pas du coup comment ça se traduira dans les dossiers derrière, mais ce que vous dites, Madame Bouchetti, c'est, je pense, généralisé pour l'ensemble des porteurs, où du coup la construction de la combinaison n'est pas forcément toujours évidente, quoi. Oui. C'est dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir faire bénéficier à plusieurs projets l'appui effectivement de ces acteurs publics-là. Après, c'est aussi difficile de les mais moi, je préfère capter. je me permets de vous couper. Moi, je préfère qu'ils s'engagent sur un seul consortium et qu'ils le fassent bien, plutôt qu'ils aillent sur tout le monde pour que tout le monde soit content. Notre objectif, c'est vraiment pas qu'il y ait plein de lauréats qui soient contents. Notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait un maximum d'entreprises qui soient formées. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu cette différence au final entre du coup la difficulté pour les opérateurs à essayer de constituer quelque chose d'assez costaud pour être sélectionné, mais à la fois du coup à nous de se dire bon bah voilà, il va falloir quand même faire cet écrémage pour être sûr qu'on ira bien au bout de ce déploiement massif. Donc j'ai vraiment conscience de cette difficulté, mais voilà, je pense que il y a de la place sur différents consortiums qui apporteront des solutions différentes. Ok. Après, s'il y a des questions qui sont plutôt individuelles, il y a l'adresse mail, donc ballan.digital, sur lequel vous pouvez formuler vos demandes. Alors, et je le dis juste à titre d'information, mais évidemment, on ne va pas regarder au préalable les propositions. C'est-à-dire que si vous nous envoyez pour avoir un avis, on ne vous donnera pas d'avis, puisque du coup, même si moi, j'ai pas une voix dans ce comité, puisque c'est l'élu qui donne sa voix, mais ça n'empêche qu'on est partie prenante. À un moment donné, on conseille techniquement aussi du coup ce comité. Donc évidemment, on n'apportera pas d'avis technique au préalable du dépôt des dossiers. Après, s'il y a des questions sur le montage, oui, ça c'est possible. Notamment peut-être sur les budgets. Je sais que c'est pas toujours évident de formaliser des budgets prévisionnels à hauteur de 150 000 €. J'ai juste une dernière question par rapport au consortium. On peut formaliser un projet de consortium, mais avoir cette idée d'intégrer des nouveaux partenaires dans ce consortium, notamment au travers de la proposition d'accompagnement ou de sensibilisation sur des thématiques, sur des solutions proposées par des acteurs locaux qu'on n'aura pas forcément eu le temps de concerter et d'avoir leur intention de participation. Mais est-ce que sur les 18 mois, est-ce qu'on peut effectivement augmenter ce consortium avec des partenaires qui vont participer soit sur des sensibilisations ou soit sur des programmations? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut commencer à 5 et puis finir à, je sais pas, à 10, 15. Après, la dotation ne changera pas, donc ce sera à vous de partager le gâteau et de pouvoir malgré tout tenir dans vos budgets. Ensuite, oui, ça n'est pas figé, évidemment. Si à un moment donné vous aviez un petit peu sous-évalué du coup vos besoins et que finalement du coup pour atteindre vos objectifs vous augmentez un petit peu vos partenaires. Mais après, des partenaires, c'est pas forcément un consortium. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des consortiums de 2 ou 3 opérateurs, c'est-à-dire vous avez je sais pas, une chambre consulaire, un organisme de formation ou une entreprise qui est spécialisée dans la formation, et puis je sais pas, n'importe quoi, vous avez une association socio-professionnelle par exemple, que ça peut être Martinique Digital ou une autre, et après à l'intérieur de ce consortium il y aura des prestataires qui seront financés, mais chaque prestataire n'est pas forcément une personne qui constitue vraiment le consortium. Après, ce qui peut être dommage dans cette entre guillemets, du coup, le fait de faire grossir le consortium, surtout si c'est des personnes du coup qui apportent une vraie valeur ajoutée, c'est que du coup, au moment de la sélection, ils ne sont pas visés et donc du coup
nous, on a l'impression qu'on est sur un consortium à minima, alors que finalement, il s'enrichit par la suite. Donc, au moment de la sélection, vous pouvez ne pas être sélectionné parce que du coup, le consortium est un peu à minima et que ça se construit par la suite. Mais ça, c'est le propre, voilà, des appels à projets ou autres. C'est ce que vous présentez à l'instant T. Mais ce que je veux dire, c'est que le consortium, c'est pas l'ensemble de chaque personne individuelle qui va intervenir dans la chaîne de valeur qui sera mise en place, quoi. Okay. Si demain vous faites appel, moi je sais pas, à un prestataire logistique qui peut gérer un petit peu, bon je sais pas si un jour on reviendra en présentiel, mais peut-être, qui va gérer un peu du coup, voilà je sais pas, de la nourriture, des salles, des choses un petit peu annexes comme ça. Évidemment, même si c'est un prestat, je pense pas qu'il ait forcément sa place dans le consortium au moment où vous déposez le projet, quoi. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. En tout cas, c'est toujours intéressant de mettre peut-être plus en avant d'aller au maximum de ce qu'on peut mettre en avant. Ça c'est pas le souci. Mais c'est vrai que c'est pas figé. Vous pouvez faire grossir ce consortium par la suite. Mais dans tous les cas, vous serez jugé, vous serez sélectionné à l'instant T sur ce que vous avez déposé, quoi. On ne peut pas du coup sélectionner en se disant que potentiellement le consortium va monter en puissance par la suite. Parce que peut-être ce ne sera pas le cas. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on va conclure. Comme Madame Berlin l'a certifié, s'il y a des questions, je veux dire, personnalisées par mail, il y aura des réponses prévues. Donc voilà, je pense qu'on va conclure maintenant, sauf s'il y a encore une dernière petite question. Ou sinon, c'est le temps de se quitter. Bon, je vous souhaite bonne rédaction et puis bonne continuation. Voilà, je sais que c'est pas, c'est un peu inédit aussi pour les requêtes entre guillemets que nous font le privé, les publics nous le font aussi parce que c'est assez innovant finalement de mettre à contribution du privé et du public sur ce format-là, surtout avec des chefs de file privés derrière. Mais quelque part, je pense que ça en vaut la peine parce que il faut vraiment qu'on essaie de mettre en œuvre des choses très rapides pour couvrir tous les besoins des entreprises dans le cadre de leur digitalisation. Voilà, nous aujourd'hui, on est à plus de 1000 dossiers déposés sur Digital TPE. On essaie vraiment de monter nous aussi en puissance sur le traitement de ces dossiers pour aller beaucoup plus vite. On voit bien aujourd'hui qu'il y a cette prise de conscience, elle a été faite. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer des consortiums de qualité, des choses qui vont permettre de déployer très rapidement et de pouvoir proposer une solution à ces entreprises qui souffrent et qui ont besoin, du coup, de vraiment monter en compétences, de s'outiller et de s'équiper. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la constitution de vos dossiers et vous pouvez nous contacter, du coup, alors Axel Saint-Albin qui est avec nous en visio aussi, qui a été recruté très récemment dans l'équipe, est disponible tout le mois d'août, puisque moi je serai en congé, mais Axel prend le relais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la boîte mail, elle répondra. Ou si, je ne sais pas, vous avez aussi besoin de visio sur voilà, le montage ou autre, vous pouvez aussi du coup faire appel au service. Très bien, merci. Alors, c'est Axel Saint-Albin, c'est ça? Vous avez une adresse à communiquer ou c'est la même adresse Du coup, bonjour à tous. Du coup, Ballant Digital, ça passe très bien à faire, je pense. Hein. Ballant.digital, digital.ballant.tpe, etc. Oui, ça fera très bien l'affaire. Je serai là-dessus. Donc, dès qu'il y aura une question, quitte à ce qu'on se fasse une visio en privé pour que je puisse répondre aux questions. Bien évidemment, comme Amélie l'a précisé, je ne vais pas traiter les dossiers, répondre à des questions vraiment trop pertinentes propres au projet que vous allez soumettre. En tout cas, s'il y a des questions vraiment d'ordre général ou un petit rappel, une piqûre de rappel, une notion que vous n'avez pas très bien compris sur le règlement, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Très bien, merci. Merci à tous et voilà, bonne continuation et bonne conception de dossier. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.